Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Aujourd'hui, nous retrouvons à nouveau le journaliste et écrivain américain Patrick Henningsen. Patrick, ravi de te revoir. C'est un plaisir d'être avec vous, Pascal. Ravi de vous retrouver. Avant de commencer, où est-ce que les gens peuvent être pro pour votre travail? Notre site principal, c'est 21centurywire.com. Si vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube, ce serait vraiment utile. On est très pénalisé par les algorithmes. Et aussi sur Substack, patrickhenningsen.substack.com. C'est une autre plateforme. Vous pouvez y retrouver une partie de mon travail. Je mettrai le lien dans la description juste en dessous. Mais maintenant, entrons directement dans ton travail récent. En fait, tu t'es penché sur la question de ce qui pousse les gens à migrer. Et tu as aussi un peu regardé les rassemblements, aussi bien à droite qu'à gauche. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce sur quoi tu travailles en ce moment concernant la question migratoire? Oui, c'est un sujet vraiment important. Je pense que ça joue un rôle énorme, que ça transforme la politique. Je peux parler de l'Europe, bien sûr du Royaume-Uni, et aussi un peu des États-Unis, même si la situation y est très différente. Mais en Europe et au Royaume-Uni, c'est devenu une sorte de crise politique. Alors la question c'est, vous voyez, on étudie ça depuis longtemps, et maintenant, on commence à voir que tout s'assemble, que l'histoire prend forme. Quelles sont les vraies causes de la migration? Qu'est-ce qui provoque cette angoisse? Et qu'est-ce qui est utilisé par les partis de droite? Par exemple, avec l'émergence du parti Reform au Royaume-Uni, qui est en fait un parti à thème unique. Leur sujet, c'est les petites embarcations qui traversent la Manche et rien d'autre. Aucune politique économique, aucune politique étrangère, rien du tout. Juste arrêter les bateaux, arrêter les immigrés et un discours très anti-islam. Voilà, c'est la base de leur programme. C'est la même chose, et on retrouve ça aussi en Allemagne. On le voit dans d'autres partis de droite en Europe. Ça semble être le socle commun. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on pose la vraie question. Quelles sont les causes des vagues migratoires vers l'Europe? Et il ne faut pas longtemps, quand on commence à analyser ces différentes vagues. J'ai moi-même couvert ce sujet sur le terrain, aux États-Unis, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Plus précisément, la crise migratoire de l'été 2014 et 2015, pendant le second mandat d'Obama. C'était une histoire énorme. J'ai beaucoup appris sur tout ça, surtout en étant sur le terrain au Moyen-Orient, au Liban en particulier. J'ai vu les conséquences de la guerre en Syrie et comment les différentes vagues de migrants sortent des zones de guerre, quel chemin elles empruntent pour arriver en Europe. Des endroits comme Lesbos, en Grèce, sont devenus des points de tension, des portes d'entrée vers l'Europe. La frontière entre la Hongrie et la Serbie en est un autre exemple. Je travaille sur ce sujet depuis un certain temps, et il ne faut pas longtemps pour arriver à une conclusion assez évidente. Si on regarde toutes les grandes vagues migratoires et qu'on étudie les statistiques, ce qu'on a fait dans cet article pour The Column Quarterly, un nouveau magazine britannique lancé en 2026, on peut presque identifier toutes les grandes vagues migratoires qui correspondent à des interventions de l'OTAN. Oui, et évidemment, les grands exemples, c'est l'Afghanistan. Et puis, il y a la sale guerre en Syrie, que beaucoup de gens ne considèrent pas comme une intervention de l'OTAN, mais c'en était clairement une. On parle de la Turquie, des États-Unis, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la France et de bien d'autres pays, tous activement impliqués dans la déstabilisation de la Syrie et dans l'armement de ce qu'ils appelaient à l'époque les rebelles modérés. Mais le but final, bien sûr, c'était de déstabiliser le pays, de renverser le gouvernement. Il leur a fallu plus de 10 ans pour y parvenir, mais ils ont fini par le faire. Entre-temps,
cela a provoqué le déplacement forcé de populations syriennes, notamment à travers la Turquie. Et on va revenir dans un instant sur les aspects intéressants de tout ça qu'on a découvert. Mais la Libye est aussi un facteur très important, parce qu'elle servait de soupape pour les migrations venant d'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Kadhafi l'avait d'ailleurs dit avant sa chute. Si vous vous débarrassez de moi, vous allez créer tout un tas de problèmes pour l'Europe. Et effectivement, les bombardements, la décapitation de l'État libyen et le fait d'en avoir fait un État failli ont transformé le pays en véritable couloir de migration vers l'Europe depuis l'Afrique. On voit donc ces différentes vagues migratoires converger vers l'Europe, avec en plus des vagues dites tertiaires, venues par exemple d'Afghanistan, beaucoup d'Ouzbeks, de Tadjiks, des gens des Stans, comme on dit en Asie centrale, qui arrivent en Europe à cause de la guerre, de la déstabilisation économique, ou encore des sanctions. Et c'est pareil pour ces autres points de tension dont on a parlé. Il y a donc une corrélation directe. On le voit de plusieurs façons. La question israélienne joue aussi un rôle là-dedans, parce que la politique étrangère de l'OTAN, dans une large mesure, et celle des États-Unis depuis l'Irak, ont été de grands moteurs des migrations vers l'Europe à l'époque, tout comme la guerre de Yougoslavie, la désintégration de la Yougoslavie. C'est donc un facteur majeur. Israël joue aussi un rôle important dans l'architecture de la politique étrangère américaine. Et la politique étrangère des États-Unis, c'est en grande partie la politique interventionniste de l'OTAN. Et si je me souviens bien, dans votre article, vous soulignez aussi que tout ça crée une sorte de boucle de rétroaction qui s'auto-renforce, non? Plus il y a de guerre, plus il y a de migrants. Plus il y a de migrants, surtout en Europe, plus la droite se renforce. Et plus la droite se renforce, plus le soutien à Israël augmente. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Eh bien, c'est un cercle de rétroaction assez intéressant, parce qu'on retrouve Israël des deux côtés de ce cercle. En fait, on peut même dire sur trois côtés. C'est une question vraiment intéressante. Israël s'est lancé dans une initiative très audacieuse. On peut sans doute en retracer l'origine à il y a 20-25 ans au moins. L'idée, c'était de créer une alliance avec la droite européenne. Et je pense que c'était un projet de très long terme, dont l'objectif était de déradicaliser la droite en Europe, en Occident. Passer d'un courant où l'antisémitisme ou les sentiments anti-juifs étaient au cœur de l'extrême droite à un courant qui, en quelque sorte, se retournerait pour devenir sioniste. Et je dirais que l'événement le plus choquant, et peut-être le vrai tournant dans tout ça, à mon avis, c'est la tuerie de masse commise par Breivik, le massacre en Norvège en 2010. C'était un sioniste convaincu, et la cible de son attaque, c'était de jeunes militants travaillistes norvégiens, très pro-palestiniens. Ça a créé une sorte d'effet de gel politique sur cette question pendant un certain temps, même dans un pays comme la Norvège. Il y a eu beaucoup de peur qui s'est installée autour de ce sujet. Et Breivik était aussi en contact, ou du moins associé, avec l'EDL, la Ligue de défense anglaise. À l'époque, Tommy Robinson dirigeait cette organisation juste avant que Breivik ne commette la tuerie. Il n'y a aucune preuve qu'il ait communiqué avec Tommy Robinson, dont le vrai nom, d'ailleurs, est Stephen Yaxley Lennon. Tommy Robinson, c'est un nom de scène. Mais le fait est que Breivik, avant la fusillade, était en lien avec l'EDL. Il se présentait comme un templier, avec toute l'imagerie du croisé chrétien. On le voit d'ailleurs sur beaucoup de ses photos personnelles, avec des symboles de ce genre. Donc on peut comprendre cette idée d'une convergence avec Israël, qui, je pense, est probablement assez content de voir réapparaître ce nouveau croiséisme et ce nationalisme chrétien en Europe. Parce que ça leur convient, et ça justifie aussi leur propre position. Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens s'en sont d'ailleurs emparés.
Quand ils s'adressent à la droite européenne, ils disent en substance « Nous, on les combat ici pour qu'ils ne viennent pas chez vous ». En gros, ils se présentent comme ceux qui défendent les portes de Vienne. Oui, petite pause rapide, parce que j'ai été récemment banni de YouTube. Et même si je suis de retour, ça peut très bien se reproduire à tout moment. Alors, pensez à vous abonner, non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pacalotaz.substack.com. Le lien est dans la description juste en dessous. Et maintenant, on reprend la vidéo. Oui, je crois qu'il a littéralement dit quelque chose dans ce sens. Et les gens dont vous parlez, ce sont bien sûr les sionistes chrétiens, avec leurs différentes variantes. Aux États-Unis, on pense évidemment au profil à la Pete Hegseth. Ils se réfèrent tous à une certaine iconographie, avec les tatouages, les symboles. Ils se rattachent aux Templiers et tout ce qui va avec. C'est un peu cet esprit de croisée, en fait. Même si, bon, chacun y met ce qu'il veut. En Europe, en revanche, c'est différent. Vous avez deux courants à droite. Il y a la droite qui adhère complètement à tout ça, et ce sont eux aussi des sionistes chrétiens. Et puis, il y a la droite qui n'aime pas ça, et qui dit en gros, on ne devrait pas faire la guerre en Asie de l'Ouest, parce que si on ne bombarde pas leurs maisons, ils ne viennent pas. Ce qui d'ailleurs est une position qu'on retrouve assez largement au sein de l'AfD, le parti en Allemagne, ce nouveau parti de droite qui se dit plutôt pour la paix. Et ils sont, dans une certaine mesure, pour la paix parce qu'ils sont contre l'immigration. Mais je pense qu'ils ont une analyse juste. Plus on détruit les maisons de ces gens, plus ils viendront ici. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça, de l'endroit où on en est, de ce côté-là de la fracture? Et vous savez, Tucker Carlson, je dirais qu'il appartient aussi à cette tradition de droite conservatrice, disons conservatrice. Où en est-on aux États-Unis et au Royaume-Uni que vous avez étudié de très près? J'appellerais ça l'aile intelligente de la droite, ou ce qu'on appelle en apparence l'extrême droite, celle qui est anti-interventionniste, ou disons anti-guerre. Clairement, quelqu'un comme Tucker Carlson, même s'il vient des États-Unis, exprime et développe ce genre d'idées, en expliquant les raisons derrière. C'est donc une approche plus critique, plus fondée sur la logique et sur l'histoire, moins émotionnelle et beaucoup plus pragmatique. Dans la lignée du conservatisme de Ron Paul, du libertarianisme, ou encore de la politique étrangère à la Scott Horton aux États-Unis. Le problème, c'est qu'ils sont en quelque sorte poussés hors de cette conversation, voire de ce mouvement. À mon avis, ils sont une infime minorité, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un énorme afflux d'argent dans ce mouvement, en Europe et au Royaume-Uni. Cet argent vient directement de gens comme Elon Musk, Peter Thiel, ou encore des fondateurs et dirigeants de sociétés comme Palantir. C'est une nouvelle forme de droite technocratique. Et il est difficile d'éviter la conclusion que tout cela suit une trajectoire assez proche du fascisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet argent vient des États-Unis. Et puis, les orateurs de ces rassemblements, ce seront des gens venus d'Amérique, ou bien ils feront intervenir Elon Musk à distance, qui insiste vraiment sur des thèmes ethno-nationalistes. Et en plus, ils jouent la carte chrétienne. Je veux dire, Tommy Robinson, à son dernier rassemblement à Londres, tout tournait autour du christianisme. Il y avait des tas de grandes croix que les gens pouvaient porter sur l'épaule. On voyait des gens avec d'immenses crucifixes, habillés comme des chevaliers, avec une cotte de mailles et un tablier orné de la croix de Jérusalem. Franchement, c'est un peu fou quand on y pense. Où est-ce que tu as vu ça? C'était dans le centre de Londres, ce samedi. Tu peux aller voir sur les réseaux sociaux. Ils s'approprient vraiment la croix de Saint-Georges, les Templiers, la croix de Jérusalem. Pour eux, c'est une guerre sainte.
et ça reflète ce qu'on observe dans les tendances de l'armée américaine. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Pete Hegseth a été choisi comme secrétaire à la Défense. Le lobby israélien l'appréciait beaucoup pour ça. Mais au-delà de ça, ils injectent clairement ce nationalisme chrétien. L'Angleterre est une nation chrétienne. L'Allemagne est une nation chrétienne. Et selon eux, ces gens-là, c'est-à-dire les musulmans, ne se sont pas assimilés. Donc ils doivent partir. Ou au minimum, il faut empêcher tout nouveau musulman d'entrer, parce que ça détruit le caractère chrétien du pays. Ils avancent vraiment de manière agressive. Et l'argent les soutient. Cette forme d'ethno-nationalisme, de nationalisme chrétien, c'est un peu la nouvelle figure de l'extrême droite. Et donc, ils voient ce qu'Israël fait comme une sorte d'œuvre divine, un travail sacré, en lien avec le génocide des Palestiniens, même s'il y a pourtant une grande proportion de Palestiniens chrétiens. Mais ça, en gros, ça ne leur parle pas du tout aux gens de droite. Personnellement, après de nombreuses discussions sur le sujet, je peux dire qu'ils ignorent complètement qu'il existe des chrétiens arabes au Levant, au Liban, en Irak, même en Iran, des chrétiens arméniens aussi. Ça ne leur vient tout simplement pas à l'esprit. Et là, on pourrait ouvrir une autre discussion sur la nature même des États-Unis comme État colonial de peuplement, et de l'Europe aussi. Leur mentalité, en quelque sorte, et la manière dont ils perçoivent l'Orient, si on peut dire. Mais tout ça se mélange, tout finit par se croiser. Parce que l'une des choses les plus étranges chez Elon Musk, c'est quand même que sur Twitter, il s'en prend régulièrement à l'immigration africaine vers l'Europe, non? Alors qu'il est lui-même un immigré africain. Mais évidemment, eux ne se perçoivent pas comme tels. Ou bien ça ne fait tout simplement pas sens dans ce groupe-là. Alors, selon vous, à quel point la vieille question du racisme, ce racisme bête et dépassé, reste-t-elle importante pour comprendre cette partie du spectre politique? Bon, il faut qu'on affronte ce sujet et qu'on soit capable, dans une certaine mesure, de le déconstruire pour comprendre exactement de quoi il s'agit. D'accord? Et quand on parle de cette colère, il y a en fait plusieurs théories du complot qui se sont glissées dans le débat. L'une d'elles, c'est la théorie du grand remplacement. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Et dans son usage actuel, cette théorie du grand remplacement, eh bien, c'est ce que des gens comme Tommy Robinson affirment. Il l'a d'ailleurs dit sur scène samedi. Il a dit « Ils essaient de nous remplacer, nous les Blancs chrétiens, les habitants d'origine de ces terres chrétiennes. » Voilà. C'est ça, la théorie du grand remplacement. Il y a un auteur français qui, je crois, a publié un livre en 2011 intitulé « Le grand remplacement », Renaud Camus. D'accord? Et cette idée a été reprise comme une sorte d'argument ou de thèse. Très souvent, en fait, ils la réutilisent à leur manière. Ce n'est sans doute pas exactement ce que disait le livre, mais ça arrive tout le temps. Et ils s'en servent. L'autre idée, c'est celle d'un soi-disant génocide blanc. Elon Musk pousse ça de façon très agressive. Sur le plan intellectuel, franchement, c'est risible, parce qu'un génocide, c'est quand un groupe essaie d'en exterminer un autre. Mais qui essaierait d'exterminer la population blanche d'Europe? Évidemment, personne ne tue les Européens blancs. C'est une question démographique. Oui, surtout pour les gens de gauche, et j'en fais partie. C'est difficile à entendre. Parce qu'en réalité, la seule race qui ait réussi à éradiquer complètement les populations de 3 autres continents et à les remplacer par sa propre couleur de peau, ce sont bien les Européens blancs. Et ça, ils lui ont donné un nom, la destinée manifeste, et tout ce qui va avec, non? C'est ça, le grand remplacement. Mais ensuite, imaginez que la même chose puisse leur arriver en retour. Pour moi, ça montre surtout que ces gens ont peur de ce que, au fond d'eux, ils savent que leurs grands-pères et leurs ancêtres ont fait aux autres. Tu penses que ça joue un rôle là-dedans, ou bien je pousse trop loin l'analyse psychologique?
something like that plays into that, or am I over-psychologizing? There could be something like that on a deep psychological Il y a level. peut-être quelque chose de cet ordre-là, à un niveau psychologique profond. Et ce que vous voyez, cette expression, c'est une forme de dissonance cognitive face à ça. Mais je ne pense même pas qu'il soit nécessaire d'aller aussi loin dans la psychologie. L'origine de cette angoisse, c'est le changement démographique. Il y a d'ailleurs un excellent livre écrit par deux auteurs canadiens, Daryl Bricker et John Ibbotson, qui s'intitule The Empty Planet. Il est sorti en 2018 ou 2019. Ce livre montre très clairement les grandes tendances démographiques, souvent irréversibles, qu'on observe un peu partout dans le monde. Et vous savez, le taux de natalité en Europe blanche, et j'inclus le Royaume-Uni, ainsi qu'en Amérique du Nord blanche, s'est littéralement effondré. Oui, il s'est effondré. Ils n'ont pas de remplacement. Ça va simplement devenir de plus en plus petit, jusqu'à disparaître. Et ensuite, il faut essayer de comprendre pourquoi. J'ai tenté de le faire, très brièvement, dans l'article que j'ai publié, en donnant quelques raisons. Il y en a beaucoup. L'une d'elles, c'est tout simplement le succès du monde moderne depuis la Seconde Guerre mondiale, l'atomisation de la société, la victoire du capitalisme à travers l'économie d'entreprise, la victoire d'une société de plus en plus individualisée, la pilule contraceptive, le féminisme de la 4e, de la 5e vague. Tous ces éléments ont, en quelque sorte, fait passer la famille du rôle de cellule de base de l'État moderne à celui d'un ensemble d'individus. Et tout cela se reflète dans la démographie. And there is just not a single case. À ma connaissance, il n'existe pas un seul cas où un pays accède au rang des nations développées sans connaître en même temps une baisse du taux de natalité. C'est comme si, dès qu'un pays devient riche, il avait automatiquement moins d'enfants. Et ce n'est pas seulement vrai pour l'Europe ou l'Amérique du Nord. C'est aussi vrai pour le Japon. C'est vrai aussi pour la Chine. Pendant environ 30 ans, ils ont appliqué la politique de l'enfant unique, parce qu'ils pensaient que leur plus grand problème, c'était la surpopulation. Eh bien voilà, maintenant on a un autre problème. À force d'être devenus si riches, les gens ne font plus d'enfants. C'est l'effet inverse. En fait, on est vraiment historiquement très mauvais pour prévoir les problèmes de population. J'ai d'autres exemples à ce sujet. Mais à ma connaissance, il n'existe pas un seul cas où un pays est devenu riche sans voir en même temps son taux de natalité baisser. Donc, la richesse, c'est la principale raison pour laquelle les sociétés ont aujourd'hui moins d'enfants. Mais alors, qu'est-ce que certains en font, politiquement, ceux qui parlent de cette théorie du grand remplacement et tout ça? Eh bien, voyez-vous, l'Occident est en quelque sorte victime de son propre succès. Après la Seconde Guerre mondiale, il a permis une énorme expansion du système de protection sociale, de tous ses programmes sociaux. L'État s'est alors retrouvé en position d'encourager les mères célibataires à travers différents dispositifs d'aide. Et cela a été largement démontré par de nombreuses études et recherches aux États-Unis depuis les années 60. Cela a aussi eu un effet très néfaste sur la communauté afro-américaine, comme l'un des contre-coups de la grande société de Lyndon B. Johnson. C'est un exemple, mais on pourrait examiner les cas un par un en Europe, et on verrait que certaines de ces dynamiques se prolongent encore aujourd'hui. On peut aussi constater que certains de ces stéréotypes ont été renforcés par les médias, la télévision, le cinéma. Ces thèmes sur ce que serait l'avenir, cette nouvelle culture qui sépare les adolescents de leurs parents, les jeunes des plus âgés, et tous ces projets de compartimentation, d'ingénierie sociale. En fin de compte, c'est le résultat de tout cela. Et on peut parler des raisons pour lesquelles c'est plus avantageux pour l'État corporatiste en termes de gestion, de profit et des intérêts de certains oligarques, bien sûr. On peut en discuter. Ce serait peut-être une autre discussion, mais au final, la vraie question, c'est qui va combler. Prenons un bon exemple,
le Royaume-Uni, avec l'expansion du NHS. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que ça devient intéressant, dans tout ce débat sur l'immigration à droite. Pour développer le service national de santé après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu une énorme arrivée de main-d'œuvre bon marché. Et pas seulement pour ça, il a aussi fallu agrandir le réseau de transport de Londres, le métro londonien, le service postal, tout ça. The post office service, all of these things, Britain drew on its colonial. La Grande-Bretagne a fait appel à ces sujets coloniaux pour y parvenir. Même après la période coloniale, elle a continué à s'appuyer sur ce réseau. Elle a fait venir ces personnes dans le pays pour pourvoir les postes nécessaires à l'expansion de la bureaucratie, du NHS, et ainsi de suite. La fonction publique, certaines parties de l'administration locale, l'essor des collectivités locales, souvent dominées par des gens venus de certains pays, selon la région du Royaume-Uni dont on parle. J'appelle ce phénomène le dividende colonial. C'est ça, le dividende colonial. Et la Grande-Bretagne a su le mettre en œuvre de manière très organisée, délibérée et méthodique. Et cela a permis ensuite de développer l'État et en fait de faire croître aussi son PIB pendant cette période, pendant la période post-coloniale. Cela a aidé à la transition du colonialisme vers le post-colonialisme. Mais le résultat net, c'est qu'on assiste à une transformation complète de la couleur, de la démographie, du tissu même de la Grande-Bretagne moderne. Et cela coïncide avec ce qu'on appelle être victime de son propre succès. Autrement dit, une partie de la population britannique, la population blanche, dite de souche, si on veut, a pu vivre longtemps grâce aux aides sociales, entre deux emplois, au chômage, mère célibataire, et ainsi de suite. Et tout cela s'inscrit dans ces tendances que l'on voit renforcées par les politiques gouvernementales dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais au final, le résultat, c'est un déclin des familles, une baisse du taux de natalité, une diminution des foyers avec 2 parents dans la population blanche britannique. Et au bout du compte, un taux de natalité qui s'est littéralement effondré, au point de ne jamais pouvoir être rattrapé. Alors, comment on remplit les classes dans les écoles? Comment on pourvoit les postes dans le secteur des soins? Pour s'occuper d'une population vieillissante de plus en plus nombreuse? Eh bien, ils viennent d'Afrique. Ils viennent des Caraïbes, de la Jamaïque, de la Barbade, d'anciennes colonies britanniques. Ils viennent occuper ces emplois, du Nigeria, de différents pays africains. C'est assez évident, non? Ces personnes accompagnent la transformation démographique du Royaume-Uni. Et donc, à un moment donné, on se rend compte que si les institutions sont financées, comme les écoles, les hôpitaux, ces grandes structures ou même la poste, ce financement se fait en réalité par habitant. Si une classe est pleine, il y a un budget pour l'établissement. Et c'est pareil dans beaucoup d'autres secteurs de la société. Quelles gares vont rester ouvertes? Lesquelles vont fermer? Quelles lignes de bus vont continuer à fonctionner? Lesquelles seront supprimées? Qui va conduire les bus? Et ainsi de suite. Donc, si on n'a pas de main-d'œuvre débutante pour occuper ces postes, ces parties de la société finiront tout simplement par s'effondrer. À ce moment-là, il faut de l'immigration pour maintenir cette structure d'État moderne qui a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale. Et les entreprises, elles, ont aussi besoin de main-d'œuvre bon marché, de postes d'entrée de gamme. Donc, elles sont de grandes partisanes de l'immigration. Les entreprises ont tendance à être très favorables à l'immigration. Et même certaines d'entre elles, pourtant classées à droite, sont en réalité assez souples, quand on regarde de près, sur la politique migratoire. Elles apprécient ce sujet. Et c'est là qu'il y a une grande contradiction. Parce que selon moi, beaucoup de gens, tout en haut, ceux qui ont l'argent, sont très manipulateurs. Ils jouent sur les deux tableaux. Et vous savez, pour moi, une partie de cette discussion, de ce débat, est assez naturelle.
Les changements démographiques, c'est la chose la plus normale au monde, non? À chaque génération, on se dit « Ah, c'était différent quand j'étais enfant ». Et puis on essaie de s'adapter à ces évolutions. Et vous savez, certaines de ces discussions sont nécessaires. Comment recrutons-nous? Quelles sont nos politiques? On voit bien que les Japonais font face à des questions similaires. Ils ont d'autres approches. Ils donnent des visas de 5 ans, puis essaient de renvoyer les gens chez eux avant d'en faire venir de nouveaux pour éviter qu'ils ne s'installent durablement, et ainsi de suite. Et on peut débattre de savoir si c'est une bonne chose ou non. Mais je veux dire, une partie de tout ça est naturelle, simplement à cause des besoins de l'époque. Mais d'autres aspects, quand on regarde ce que vous avez étudié sur le lien entre la guerre et les migrations, ne semblent peut-être pas délibérés, dans le sens où on chercherait à provoquer ça. Mais il faut quand même se demander, est-ce que les gens qui font ça sont conscients de ce qu'ils provoquent réellement? Parce que, encore une fois, avec Kadhafi, c'était clair. Kadhafi disait, comme vous l'avez rappelé, nous faisons en sorte que vous ne soyez pas submergés par l'immigration. Et puis, ils ont renversé Kadhafi. Et, de manière tout à fait prévisible, il y a eu ensuite la crise avec tous ces migrants arrivant par bateau. Et là, un grand débat s'est ouvert en Europe. Est-ce qu'on peut creuser un peu plus ce point? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert et qu'on n'a pas encore évoqué? Eh bien, il y a plusieurs choses intéressantes. L'une d'elles, et c'est là que la comparaison avec la question de l'immigration aux États-Unis prend tout son sens. Après la chute de la Libye, le pays est devenu un État failli, et des trafiquants faisaient passer des personnes venues du Soudan, de Somalie, d'Érythrée. Ils remontaient par ce couloir, en passant par la Libye. Et l'Union européenne a eu cette brillante idée de, disons, payer des groupes au Soudan pour aider à gérer et à freiner les flux migratoires vers l'Europe. Bien sûr, une grande partie de cet argent a fini, comme il disait, dans ce qu'on appelait le processus de Khartoum. C'était un énorme fonds occulte, 400 millions d'euros. Une grande partie de cet argent a fini entre les mains des RSF, les forces de soutien rapide, les anciens Janjaweed, qui étaient en fait impliqués dans le trafic. Donc, l'Union européenne finançait en réalité le trafic de plus d'Africains vers l'Europe, avec ses propres fonds, parce que pour les bureaucrates de Bruxelles, ça paraissait une excellente idée. Ils se disaient, voilà, on a fait notre part, on a alloué l'argent, le travail est fait, et on collabore avec nos partenaires en Afrique, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit exactement l'inverse. J'en ai parlé aussi dans mon article. Franchement, c'est assez choquant. Il y a des gens qui, quand vous leur parlez de corruption, vous demandent « ça s'écrit comment ça ?» C'est genre quoi? Pardon? C'est typiquement le genre de choses qui échappe complètement aux esprits bureaucratiques, non? L'idée que certaines personnes pourraient utiliser l'argent qu'on leur donne pour autre chose que ce pour quoi il est prévu. Mais bon, laissons ça de côté. Donc, ça, c'est en train de se passer. Et la manière dont les Européens ont essayé de régler le problème, leur idée géniale, si on peut dire, ça a été de couper les fonds à leur mission humanitaire de surveillance des frontières, celles qui sont censées éviter que des gens meurent en mer. En gros, ils ont dit non, laissons-les se noyer, pas vrai? Et une bonne partie de la droite a même applaudi cette décision. Parce que dans leur logique, plus il y en a qui finissent au fond de l'océan, moins il y en a qui atteignent les côtes. C'est franchement terrible quand on pense à ce cycle-là et à la violence qu'on inflige encore à des personnes qui sont déjà victimes de violences. Oui, et je vais parler de la question des bateaux, parce que c'est vraiment le sujet emblématique qui alimente toute la politique autour de ça, en Europe comme au Royaume-Uni. Mais juste en passant, aux États-Unis, les démocrates avaient bien une stratégie de remplacement, si on peut dire. Leur idée, c'était de rendre le Texas démocrate.
Donc la politique de frontières ouverte de Joe Biden et dans une certaine mesure celle d'Obama, même si Obama, vers la fin de son deuxième mandat, a fait beaucoup pour freiner la migration, avec énormément d'expulsions, pas forcément en fermant la frontière, mais en renvoyant beaucoup de gens. C'était donc un sujet important. Mais pendant le premier mandat de Trump, ils ont accueilli un nombre sans précédent de migrants vénézuéliens. Et les démocrates ont bien cette idée-là. Joe Biden l'a dit publiquement. Il veut que le Texas devienne un État démocrate. Donc ils voyaient tous ces immigrés venus du Guatemala, d'Amérique centrale, de Colombie et d'ailleurs comme de futurs électeurs démocrates. Ce qui s'est complètement retourné contre eux, en fait. Oui. Oui, celui-là. Mais Trump, John Bolton lui-même l'a dit publiquement, tout comme le responsable du département d'État de Trump chargé de l'immigration. Il voulait provoquer des flux migratoires en provenance du Venezuela. Les sanctions contre le Venezuela avaient pour but de créer une privation économique, justement pour provoquer ces départs, surtout parmi la classe ouvrière et l'intelligentsia, les gens instruits, afin qu'ils viennent en Amérique. C'était donc une politique sous Trump. Et ensuite, pendant son second mandat, Trump se retourne et dit « Ah, ce sont tous des terroristes, des membres des gangs du Tren de Aragua. Il faut les expulser de force. » Mais c'est lui qui avait encouragé cette immigration. Il voulait des gens anti-Maduro en Amérique. C'est une autre idée. Pourquoi voudriez-vous que les opposants à Maduro soient aux États-Unis plutôt qu'au Venezuela, là où ils pourraient être utiles pour renverser le gouvernement? C'est une question intéressante. Je pense que la réalité politique vénézuélienne est bien plus résistante que beaucoup d'Américains ne l'imaginent, surtout en ce qui concerne l'idéologie et le mouvement chaviste. C'est quelque chose de très profondément enraciné sur plusieurs générations dans la société vénézuélienne. Mais ce dont on parle ici, c'est d'une cinquième colonne en exil. L'Occident a toujours eu cette stratégie d'absorber une cinquième colonne en exil. Et c'est là que réside le problème. Cela a conduit à une sorte d'instrumentalisation du demandeur d'asile. C'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître, au cours des 20 dernières années, une distinction entre réfugiés et demandeurs d'asile. Et du coup, tout le monde devient demandeur d'asile. Ce système est massivement détourné, et c'est selon moi une autre conséquence non intentionnelle, des gens qui se prêtent à la frontière sans papier. Ils demandent « D'où venez-vous ?» Et ils diront « Si les États-Unis veulent un changement de régime au Venezuela, si vous dites « Maduro doit partir », alors là, demande d'asile immédiate, procédure accélérée. Vous n'êtes plus un migrant économique. En Europe, c'était pareil. Je vous donne un exemple, l'Érythrée. Après le coup d'État socialiste et l'indépendance du pays, il y avait une politique en Europe. Si des Érythréens arrivaient, on accélérait leur demande d'asile. L'idée, c'était de les intégrer en Europe, de les rendre pro-européens, pro-occidentaux, pro-capitalistes. On leur offrait beaucoup d'opportunités dans le monde universitaire. Ils ont fait la même chose avec les réfugiés syriens. Vous arrivez à Lesbos, aux portes de l'Europe, vous dites « Assad doit partir, nous fuyons Assad » et leur demande d'asile immédiate. Même chose avec l'Afghanistan. Anti-Taliban, direct. Sans papier, tu pourrais être ouzbek. Tu dis simplement « Je viens d'Afghanistan, on fuit les talibans ». Tu pourrais aussi venir de Tunisie. Et beaucoup de Tunisiens ou de personnes d'Afrique du Nord, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, sont arrivés en Grèce en disant qu'ils étaient syriens parce qu'ils parlent arabe. Donc ce système a été exploité sans limite. Un autre exemple, c'est l'Afghanistan. C'est un très bon exemple. La Syrie aussi. C'est un très bon exemple. On peut demander l'asile en venant d'une zone de guerre. Une zone de guerre qui est le résultat direct de la politique étrangère de l'OTAN, de l'Occident, ou de l'agression israélienne. Mais si tu arrives à te présenter comme ce que le pays d'accueil veut politiquement, tu obtiens l'asile automatiquement. Des gens venus d'Érythrée arrivent aussi en Europe.
people from Eritrea are coming through to Europe. Well, you can go on Telegram forums Eh bien, or on peut aller sur des forums Telegram those native ou dans des languages, groupes and they'll Facebook, tell you dans les exactly langues locales. Et là, on vous what to dit say, exactement quoi when to dire, go, quand partir, what the conditions quelles seront will les be like conditions when au you cross, passage, quels what documents il faut avoir documentation or not ou ne pas have avoir. with you. Donc, si vous dites que vous venez de Somalie ou d'Éthiopie et que vous voulez entrer en Europe, il suffit de vous présenter en disant « Je viens d'Érythrée ». Vous pouvez être sans papier et vous obtiendrez une procédure d'asile accélérée. Et ça, c'est un problème bien documenté. C'est pareil avec la Syrie. Beaucoup de gens venaient en réalité d'Albanie. Une grande partie du flux d'Albanais vers l'Europe, après la création du Kosovo, se composait de personnes qui disaient être des Albanais du Kosovo, alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils venaient simplement d'Albanie. Résultat, statut d'asile immédiat au Royaume-Uni et en Europe. Et ce système a été exploité sans limite. And so this has been abused to no end. Yeah, and you cannot hold it against these people, Oui, right? What et they vous do savez, when they're on the on ne peut move, pas it's en all vouloir à about ces trying to gens-là, figure out n'est-ce pas? how Quand ils sont en mouvement, quand ils essayent juste de s'en sortir, on cherche à comprendre comment on peut arriver à une situation où ils ne sont plus en danger, tout simplement. Donc, la vraie question, c'est la politique de l'autre côté. Et bien sûr, les politiques qui, à la base, provoquent ces déplacements massifs de population. Et en fait, il y a eu des débats là-dessus. Par exemple, quand la guerre contre l'Iran a commencé, en février ou en mars de cette année, on a tout de suite entendu ces discussions. Si l'Iran devient un État failli comme la Libye, des millions d'Iraniens vont se diriger vers l'Europe. C'est un phénomène qu'on connaît très bien. Et pourtant, il recommence à chaque fois. Well, with the first phase of Iranian immigration was after La première vague d'immigration iranienne, c'était après 1979, non? À ce moment-là, ils ont accueilli tous les partisans du régime royal qui avaient fui. Et aujourd'hui, ces gens-là sont utilisés comme une sorte de cinquième colonne en exil. On le voit très bien avec tous ces influenceurs. Et si vous allez au rassemblement de Tommy Robinson, ce mouvement d'extrême droite nationaliste chrétien au Royaume-Uni, la grande nouveauté qu'on a vue ce week-end, c'était toutes ces bannières royalistes iraniennes à côté des drapeaux israéliens. Une véritable mer de drapeaux royalistes iraniens. Et Tommy Robinson qui monte sur scène samedi pour dire en gros qu'il faut installer Reza Pahlavi comme le dirigeant légitime de l'Iran. Alors, sur le plan géopolitique, on peut débattre pour savoir s'il est une opposition contrôlée ou un instrument de l'État. Mais une chose est sûre, si on suit l'argent, on voit bien qu'il soutient en réalité toutes les politiques militaires que le gouvernement britannique soutient. C'est quand même frappant. Juste une toute petite question, un peu à part. On n'est pas obligé d'en parler longtemps, mais je me demande vraiment pourquoi les gens qui militent pour un Iran démocratique se rassemblent autour de Reza Pahlavi, le fils du Shah. Ils disent qu'il faut remettre le fils du monarque pour rétablir la monarchie, qui serait ensuite une démocratie. Franchement, pourquoi ça ne fait pas tilt chez ces gens-là? Même comme récit, c'est tellement bancal. Et lui, en tant que personnage, c'est presque une caricature. Mais vraiment cette logique. Oui, il n'est pas populaire. Il n'a absolument aucune base en Iran. Je dis souvent en plaisantant que s'il y avait une élection le mois prochain, je pourrais probablement obtenir plus de voix que Reza Pahlavi dans une élection iranienne, si une telle chose existait. Pourquoi voulez-vous une élection? Ils veulent juste qu'il soit mis en place. Il n'y aura pas d'élection. Ça n'arrivera pas. C'est une blague. Et c'est devenu un vrai spectacle parallèle. Mais en même temps, ça met en lumière la superficialité et même le caractère complètement délirant du débat politique actuel. Sur la question des petites embarcations, regardons les chiffres. En 2024, il y a eu au total 948 000 immigrés au Royaume-Uni. Parmi eux, 37 000 venaient des petites embarcations. Donc un pourcentage vraiment très faible.
Mais 517 000 personnes ont quitté le Royaume-Uni cette même année. Ça veut dire que le solde migratoire du Royaume-Uni pour 2024 était d'environ 430 000. Maintenant, si on regarde de plus près ces 37 000, 70% des personnes arrivées par petites embarcations viennent de 5 régions différentes. Et lesquelles? La Syrie, l'Afghanistan, l'Iran, et il y en a quelques autres. Je crois que l'Albanie en fait partie aussi. Donc en gros, chacun de ces pays a été touché d'une manière ou d'une autre, ou bien il est lié à une guerre lancée par l'OTAN, ou encore il subit des sanctions. Parce qu'on ne peut pas ignorer les sanctions. L'aspect de guerre économique que représentent les sanctions, comme facteur d'effondrement économique, et tout ce qui s'ensuit. L'Irak était le 5e pays de la liste. L'Irak. Donc ça fait environ 70% des personnes sur les petites embarcations. À un moment donné, il faut bien faire le lien. Il y a, je dirais, plus qu'une simple corrélation. Pour moi, c'est une relation de cause à effet. Et je pense qu'on peut défendre cet argument de manière très solide à plusieurs niveaux. Donc, la discussion avec la droite devrait être « Il faut qu'on se penche sur la politique étrangère ». Mais quand on regarde Nigel Farage et le parti Réforme, ils n'ont rien à dire sur la politique étrangère, à part qu'il faut soutenir Israël et, vous savez, détruire l'Iran. Pour moi, c'est énorme. Il y a là une vraie opportunité pour une droite plus réfléchie qui existe et qui correspond, comme tu le disais, Pascal, à cette approche à la Tucker Carlson. Comprendre les causes de l'immigration et en faire le moteur principal du débat et des politiques. Mais on ne voit pas ça chez beaucoup de ces nouveaux partis, que j'appellerais plutôt des partis boutiques ou des partis mêmes. Ce sont des partis à thème unique, comme Reform au Royaume-Uni. Il y a aussi Restore. Ils ont maintenant toutes ces déclinaisons. Ils détestent les musulmans et ils sont anti-immigration. C'est à peu près tout ce sur quoi ils basent leur discours. Mais au final, le résultat ne changera pas. Et au-delà de ça, Pascal, c'est 948 000 immigrés au total. Ce sont, pour l'immense majorité, plus de 90%, des immigrés légaux. Ils arrivent par les voies d'entrée normales, les procédures gouvernementales habituelles. Donc, la question des petites embarcations est utilisée comme moteur principal de tout ce mouvement d'extrême droite au Royaume-Uni. C'est absolument incroyable de voir comment ils ont réussi à s'emparer de ce sujet sans jamais le remettre dans son contexte. Pour moi, c'est une occasion manquée. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent tout simplement pas que cette discussion ait lieu. Non, mais on a vu ça aussi aux États-Unis, non? Le premier mandat de Donald Trump, il s'appuyait sur un seul sujet, et il l'a martelé encore et encore. Le mur. Il voulait son mur. Le mur allait tout régler. Le mur, plus d'immigration grâce au mur. Et maintenant, on a un mur depuis quoi? 8 ans. Et bien sûr, déjà à l'époque, on savait que la majorité de cette immigration, c'est en réalité de l'immigration légale qui passe par les aéroports. Le mur. Les gens qui traversent la frontière en courant, c'est un problème mineur par rapport à l'ensemble des flux migratoires vers les États-Unis. Bien sûr, au Texas ou ailleurs, c'est peut-être un peu plus visible qu'à d'autres endroits, relativement parlant. Donc voilà, c'est l'usage et l'abus classique de la question migratoire. Ce qui est bien plus inquiétant, c'est, comme vous l'avez déjà souligné plusieurs fois, le caractère fabriqué de tout ça et la façon dont c'est utilisé comme une boucle de rétroaction. Et pire encore, pire que ça, c'est que ce sujet, traditionnellement, et ce n'est pas nouveau, c'est comme ça depuis toujours, on s'en est toujours servi pour détourner l'attention du public, pour canaliser l'angoisse loin des perturbations systémiques, comme un effondrement économique. Et aujourd'hui encore, on s'en sert pour créer. Vous aviez d'ailleurs reçu un excellent invité dans votre émission, Mathias Demet, récemment. La question de l'immigration est utilisée comme l'un des principaux déclencheurs de formation de masse.
Autrement dit, on vous dit voilà la source de vos problèmes et de vos peurs. Et on va s'en occuper. Alors tout le monde, concentrez-vous sur les bateaux, sur les musulmans, sur les immigrés. Ils ont créé une sorte de formation de masse, clairement au Royaume-Uni. C'est réel, ça grandit et ça avance. Et tout ça se présente sous le couvert du patriotisme et même du christianisme. C'est comme ça que c'est emballé. Pour moi, c'est complètement artificiel. C'est un mouvement financé par des milliardaires américains, ça saute aux yeux. Et tout l'ensemble, à mon avis, c'est totalement ski. Et de l'ingénierie suisse simple. Completely artificial. It's total social engineering. Yeah, and subliminally, you actually create even the Oui, et de façon subliminale, on finit même par créer toute l'argumentation nécessaire pour que les gens acceptent des choses aussi horribles qu'un génocide. Parce que le raisonnement, c'est regardez, vous ne voulez pas de ces gens à la peau brune ici. Nous, pauvres Israéliens, on est coincés avec eux là-bas. Vous n'en voulez pas, donc il nous faut une sorte de solution finale. Et justement, on en a une. Vous n'allez peut-être pas aimer ça, mais faisons-le. Et faisons semblant que ce n'est pas ce qui se passe. Et puis dans 10 ans, le problème sera réglé. Parce que ces gens auront disparu. Personne ne saura où ils sont allés. C'est aussi malsain que ça. Mais c'est ce genre d'association qu'on construit. Et Israël, Netanyahou le répète sans cesse, personne ne veut des Palestiniens, n'est-ce pas? Personne ne veut des Palestiniens. like nobody wants the Palestinians, right? Nobody wants the Palestinians. It's a very old framework, though. That's a colonial. C'est un cadre très ancien pourtant. C'est un cadre colonial, absolument typique du colonialisme. Et ce cadre existe toujours, même si en théorie nous sommes dans une ère postcoloniale en Occident. Le cadre, lui, n'a pas disparu. Il suffit d'y verser la nouvelle politique et tout s'y adapte parfaitement. Et là, on se retrouve avec la recréation de quelque chose qu'on croyait disparu politiquement. C'est ça la blague, ou plutôt le grand tour de passe-passe, non? On reste profondément coloniaux. Et en fait, le colonialisme, et j'ai eu 2 invités qui l'ont très bien expliqué dans mon podcast, le colonialisme vient de l'esprit des croisades. C'est l'élan des croisades qui a tout déclenché. Et tu vois, ils se sont heurtés à un mur à l'est, alors ils sont partis vers l'ouest. C'est là que ça a marché. Et que le génocide, comme instrument du colonialisme, a réussi à faire ce qu'il a fait et ce qu'il pouvait faire là-bas. Et maintenant, on recommence ailleurs. C'est un peu comme si on se disait « 2e, 3e essai, cette fois, ça va marcher ». Non? C'est assez malsain. Et ça fonctionne à l'échelle de la société. Les gens suivent. Parce qu'il n'y a pas de récit unifié autour de tout ça. C'est l'un des mécanismes essentiels, et c'est lui qui façonne la politique d'aujourd'hui. En fait, on revient un peu au point de départ. Ce dont vous parlez, les croisades. Vous aviez reçu un invité remarquable pour expliquer tout ça récemment. J'ai oublié son nom. Adnan Hussein a fait cette remarque. Oui, Adnan Hussein. Les 2 l'ont souligné, chacun de leur côté. Oui, et donc on en revient aujourd'hui à une forme de boucle avec le retour du nationalisme chrétien. Mais c'est un retour assez superficiel, parce qu'en réalité, toutes ces personnes-là, elles ne vont pas à l'église le dimanche. Elles se disent chrétiennes, elles s'identifient à l'imagerie des croisés. Leur expérience religieuse, c'est d'aller à ce grand rassemblement tous les 6 mois, en plein centre de Londres. C'est un peu comme ces catholiques qui vont à la messe 2 fois par an, à Noël et à Pâques. C'est l'équivalent pour ces nationalistes chrétiens. Ils ne s'assoient pas vraiment dans une église pour lire les Écritures. Ils n'étudient pas la Bible. Ils sont chrétiens de nom, mais pas pratiquants. Oui. Et on voit bien que les grandes confessions chrétiennes, celles qui sont vraiment des religions organisées, surtout les 2 principales, les catholiques et les orthodoxes, ne suivent pas du tout cette logique. Leur théologie est complètement différente sur toute cette question. Ce sont plutôt les évangéliques, les nouvelles églises, les petites communautés, celles qui ont peu d'ancrage, qui prennent cette direction.
C'est assez fascinant. That route. It's quite fascinating. Yeah, and Israel Oui, et Israël a vraiment... Les Israéliens sont d'excellents observateurs de la culture et de la politique occidentale. Ils connaissent notre politique mieux que nous. Parce qu'ils sont occidentaux, non? Ils font partie de nous. Ils ne sont pas à part. Ce ne sont pas des gens du Moyen-Orient. Ce sont des Occidentaux issus de l'histoire coloniale. Polonais, Ukrainiens, Russes. C'est un avant-poste colonial occidental. Ils observent ces dynamiques. Ils savent en tirer parti et même les amplifier. Et comme vous l'avez dit, le lien avec le génocide est évident. Ce qu'on voit, c'est une dissonance cognitive en Occident, un manque total d'opposition à tout ça. Et ça puise dans une sorte d'ADN colonial, une mentalité d'extermination du danger pour rendre le territoire sûr pour les colons. C'est pour ça qu'au fond, inconsciemment, beaucoup de gens soutiennent qu'Israël commette un génocide à Gaza. C'est le reflet, malheureusement, des valeurs occidentales, historiquement parlant. On ne peut pas le nier. Même si les élites européennes aiment prêcher les droits de l'homme et toutes ces grandes institutions, quand il s'agit de vraiment les appliquer, il y a aujourd'hui une vraie déconnexion. On le voit. Ça se passe sous nos yeux. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Beaucoup de mes collègues, beaucoup de gens ne comprennent pas comment c'est possible. Comment une telle déconnexion peut-elle exister? Israël et Gaza sont devenus le véritable point de référence. C'est d'une certaine manière la révélation du système. Mais il a fallu cette tragédie terrible pour mettre à nu ce fossé profond, cette hypocrisie et ces vieux schémas mentaux qui sont toujours là, latents, et qui en réalité n'ont jamais disparu. Oui. Et en tant que méthode, elles sont appliquées depuis quoi? Des centaines d'années maintenant. Hier, j'ai essayé de savoir s'il y avait quelqu'un, vous savez, quelqu'un des véritables peuples autochtones des États-Unis, à qui parler. J'ai regardé les sites officiels des Navajos, des Cherokees et des Apaches. Le type de problème dont ils parlent sur leur site, ce qu'ils mettent en avant, ce dont ils sont fiers. Je crois que ce sont les Cherokees qui sont fiers d'avoir réussi l'an dernier à étendre l'accès à l'eau à 500 foyers. C'est ce genre de choses qui se passe dans les réserves. Et pour moi, dans un pays développé, c'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé lire ça comme une forme de réussite. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe. Ce sont des peuples qui ont déjà subi un génocide et il n'en reste que les derniers vestiges, non? Oui, et ça me dépasse complètement. Et bien sûr, ce sont des réalités que la théorie du grand remplacement et toutes ces idées-là ne prennent jamais une seule seconde pour considérer. Et tout ça, ça n'a que 250 ans. Les États-Unis, en tant que projet, ont 250 ans. C'est rien du tout. Franchement, c'est sidérant. Oui, on peut apprendre énormément en étudiant les questions qui concernent les tribus amérindiennes, aussi bien dans le passé qu'aujourd'hui. J'y ai passé un peu de temps. J'ai fait un peu de travail documentaire dans des réserves aux États-Unis, juste assez pour comprendre quels sont les problèmes essentiels au quotidien. Et ce qui est frappant, c'est qu'il s'agit d'une population post-génocide. On leur a attribué des réserves qui sont en pratique des territoires souverains à l'intérieur des États-Unis. Mais en réalité, ils dépendent de ressources extérieures, d'énergie et de ce genre de choses. Donc, les mêmes techniques que le gouvernement américain et les gouvernements européens utilisent pour financer des groupes sectaires en Syrie, au Liban ou dans d'autres États ciblés, eh bien, ils en financent certains et pas d'autres. Et ça crée des tensions entre eux, ce qui ouvre la voie à une déstabilisation potentielle et au final, à un changement de régime. Les États-Unis ont déjà fait ça au Liban. On en voit aujourd'hui les conséquences. Le pays est au bord d'une guerre civile parce que l'USAID finance depuis des décennies des familles chrétiennes et leurs entreprises, mais pas les chiites.
et seulement certains sunnites. L'objectif, c'est de renforcer les factions pro-américaines, pro-israéliennes au sein de la société libanaise. Et c'est le contribuable américain qui paie pour ça. C'est la même chose avec les tribus amérindiennes aux États-Unis. Le gouvernement fédéral va donner de l'argent à certaines parties d'une tribu, mais pas à d'autres. Il finance certains projets et pas d'autres. Ils sont très précis, très stratégiques dans leur manière de faire pour diviser les Indiens. Dans certains cas, des réserves entières se sont déchirées à cause de la question du jeu, des casinos aussi. Cela a provoqué une sorte de fracture idéologique entre tradition et modernité au sein de certaines tribus amérindiennes. Faut-il accepter cet argent venu de l'homme blanc ou non? Faut-il préserver les traditions et les valeurs indiennes? Ou bien introduire cette nouvelle dimension, un peu à la Las Vegas, dans la vie moderne des Indiens? Et il y a un grand débat là-dessus, des deux côtés. Mais au final, dans certaines grandes tribus, comme les Lakota Sioux par exemple, ça a provoqué une véritable fracture, une division profonde. En plus, il y a les problèmes liés à l'alcoolisme et le fait que les banques refusent d'ouvrir des agences sur les réserves parce qu'il n'y a pas de base de prêt. Du coup, les gens doivent encaisser leurs chèques en dehors de la réserve et ils dépensent leur argent en dehors aussi. Et c'est exactement comme ça que certains pays étrangers sont fragilisés, avec des sanctions, avec des accords commerciaux américains. Ces stratégies ont été mises au point ici, aux États-Unis, bien avant d'être exportées comme politique étrangère au XXe siècle. Oui. Non, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que c'est bien plus ancien que la seule question de la Palestine ou de Gaza. Ça fait maintenant des centaines d'années que cette méthode existe, qu'on l'applique et, comme vous l'avez dit, qu'on l'a même perfectionnée. Mais le meilleur laboratoire pour ça, c'est l'Empire britannique. Et la plus ancienne colonie de la Grande-Bretagne, c'est l'Irlande. D'accord? Bon, on pourrait dire l'Écosse, mais restons sur l'Irlande. Il y a donc eu une politique délibérée de dépeuplement de l'Irlande et aussi de dépeuplement d'une certaine classe éduquée. Par exemple, la classe moyenne, celle qui cherchait à s'élever socialement. À l'époque, dans le jeune pays américain, les oligarques américains étaient très contents d'accueillir cet afflux de main-d'œuvre bon marché, d'immigrants irlandais plutôt instruits, ainsi que des travailleurs sous contrat lors de la première vague au XIXe siècle. Et ça leur convenait très bien. Donc, tout cela arrangeait à la fois les Britanniques, leur ancienne colonie, et les élites américaines de l'époque. Et l'Irlande est passée d'une population de 8 millions à 3 millions d'habitants. C'est dévastateur. Et je ne parle même pas de la famine, ni de toutes les autres tragédies qui se sont produites en même temps. C'est une stratégie. Elle a été utilisée partout dans le monde, contre d'autres colonies, contre d'autres nations ciblées. Aujourd'hui, on en voit la version moderne, à travers les sanctions, la guerre, ou encore l'attisement de guerres civiles internes et de conflits sectaires. Le résultat final est exactement le même. C'est une manière d'épuiser un pays, de le vider de ses meilleurs éléments, de ses esprits les plus brillants, pour ensuite s'approprier leur savoir-faire. Ces médecins, ces ingénieurs, se retrouvent maintenant dans les universités allemandes, dans les industries allemandes, et ils deviennent naturellement très favorables à l'Allemagne, ou au Royaume-Uni, ou aux États-Unis, ou au Canada, selon l'endroit où ils ont été réinstallés. C'est une sorte de stratégie coloniale inversée, une forme d'instrumentalisation de la migration, très liée à la géopolitique et plus précisément à la politique étrangère. Si on regarde de plus près, ça touche aussi aux mécanismes entre réfugiés et demandeurs d'asile, dans la façon dont on les fait entrer dans le pays. En fait, c'est un déplacement, un mouvement de population. Et si on monte au niveau de l'OTAN ou de la planification militaire américaine,
Si on regarde par exemple le concept de domination à spectre complet et la manière dont le Pentagone est informé de tout ça par les grandes banques d'investissement. Un auteur très intéressant là-dessus, c'est Thomas Barnett. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Il vient des États-Unis. Il a vraiment été un pionnier de ce mouvement de domination à spectre complet. Il faisait des présentations au Pentagone, à l'époque où il travaillait pour Cantor Fitzgerald Investments. C'était juste autour du 11 septembre. La question c'était, comment allons-nous déplacer ces populations d'Afrique pour les amener ici? Qu'est-ce que ça va demander? Et puis, on intégrait tous ces facteurs. La guerre, l'environnement, le changement climatique, et ainsi de suite. Mais au fond, il s'agissait de les faire passer de ce qu'il appelle le gap vers le corps. Le corps, c'est l'Occident avancé. Le gap, c'est le monde en développement. Tout cela a été dit ouvertement, discuté ouvertement, une forme d'ingénierie sociale de masse. Et quels en sont les moteurs? L'OTAN en est un moteur important. La politique étrangère des États-Unis aussi. Israël a également joué un rôle majeur dans ce processus. Alors, vous savez, à un moment donné, on peut très facilement relier les points pour expliquer pourquoi tout ça arrive à l'Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et ainsi de suite. Mais ensuite, on voit très clairement comment tout cela est utilisé pour produire des effets politiques à l'intérieur même de ces pays occidentaux, et en particulier pour alimenter cette nouvelle extrême droite. Je pense que quand on commence à déconstruire tout ça, à l'analyser, puis à regarder l'histoire, c'est une partie essentielle. On comprend mieux. Il n'y a pas de meilleur laboratoire que l'Empire britannique. La Birmanie, le Myanmar, regardez tous ces exemples. Les guerres du Biafra au Nigeria, j'ai parlé de l'Érythrée et de l'Éthiopie. On voit bien comment la géopolitique se déploie à travers tous ces foyers de tension et comment, au final, tout cela sert le pays d'origine, le cœur de l'Empire. Non, tu as tout à fait raison. La seule question que je me pose, c'est de savoir quelle part de tout ça a vraiment été pensée à l'avance, sur une table de planification, par des gens qui avaient une vue d'ensemble de ce qu'ils voulaient faire, et quelle part relève plutôt d'un schéma d'action-réaction, où chaque événement en entraîne un autre. Mais au fond, c'est juste le résultat de ce que fait un empire, non? C'est simplement le flux net, l'effet final, une fois qu'on a un empire. Mais bon, ça, ce sera une discussion pour une autre fois. Je trouve que c'était un exposé vraiment brillant et aussi un bel exemple de travail journalistique en profondeur. Patrick, encore une fois, si les gens veulent suivre ton travail, ils doivent aller où? Merci beaucoup. Si vous pouvez, mettez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, 21st Century Wire. Je vous mettrai aussi les liens Substack patrickhenningson.substack.com et bien sûr 21stcenturywire.com. C'est notre site principal, notre plateforme centrale en tant que média indépendant. On existe depuis 2009. Je vais essayer de mettre tous les liens dans la description, juste en dessous. Si possible, on publiera aussi cette discussion en collaboration. Comme ça, les gens pourront cliquer sur ta chaîne YouTube et s'y abonner directement. Rappelle-le-moi au cas où j'oublierai, mais je vais faire en sorte de ne pas oublier. Patrick Henningsen, un grand merci pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Pascal Lotas.